Elle a subi une arrestation humiliante, mais lorsque son mari est arrivé, les policiers ont tremblé de peur. Bienvenue, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. Le soleil de juin caressait doucement les toits de Paris, tandis qu'Élodie Mercier fermait les yeux, laissant la brise tiède effleurer son visage. À 35 ans, elle contemplait la ville depuis sa petite terrasse à Montmartre, où les glycines en fleurs embaumaient l'air d'un parfum sucré. Ses doigts effleurèrent machinalement la lettre posée sur la table en fer forgé, celle qu'elle n'avait pas encore eu le courage d'ouvrir. « Mademoiselle, votre café », annonça le serveur du Café des Artistes, interrompant sa rêverie. « Merci, Marcel », répondit-elle, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux gris verts. Élodie était revenue à Paris après 15 ans d'absence. Conservatrice d'art, respectée à New York, elle avait tout abandonné suite à un appel qui avait bouleversé sa vie 3 jours plus tôt. La voix de Maître Bonnard résonnait encore dans sa tête. « Votre père est décédé, mademoiselle Mercier, il vous a tout légué. » Ce père qu'elle n'avait jamais connu, ce fantôme qui avait hanté son enfance par son absence. Cet homme qui, selon sa mère, les avait abandonnés quand Élodie n'avait que 2 ans. La tasse de café fumant entre ses mains, elle observait la vie parisienne qui s'écoulait sous ses yeux. Les touristes qui prenaient des photos de la basilique du Sacré-Cœur, les artistes qui installaient leurs chevalets sur la place du Tertre, les amoureux qui se promenaient main dans la main. Cette vie normale qui lui semblait désormais si lointaine. « Il vous a également laissé ceci », avait ajouté Maître Bonnard en lui tendant une clé ancienne ornée d'un ruban rouge délavé. L'adresse est inscrite sur l'enveloppe. Il a spécifié que vous deviez vous y rendre seul. La clé reposait maintenant dans la poche de sa veste, pesant comme un secret. L'adresse indiquait une maison dans le Marais, ce quartier historique aux ruelles pavées et aux hôtels particuliers centenaires. Le téléphone d'Élodie vibra. Était un message de sa mère. « Es-tu arrivé? Rappelle-moi dès que possible. » Sa mère, Catherine, n'avait jamais voulu parler du passé. À chaque question sur son père, elle se renfermait comme une huître, murmurant seulement que certaines histoires devraient rester enterrées. Élodie rangea son téléphone sans répondre. Pour la première fois, elle allait découvrir la vérité par elle-même. Le serveur revint avec l'addition. « Première fois à Paris? » « Non !» sourit-elle tristement. « Je rentre chez moi, ou peut-être que je découvre enfin où est ma maison. » En quittant le café, Élodie sentit son cœur se serrer. Les rues de Paris semblaient chuchoter des secrets qu'elle n'était pas sûre de vouloir entendre. La lettre dans son sac et la clé dans sa poche étaient comme 2 promesses de vérité, ou peut-être 2 menaces. Au coin de la rue, un homme en costume sombre sembla la suivre du regard. Lorsqu'elle se retourna, il avait disparu. Ce haine était probablement que son imagination, se dit-elle. Pourtant, en s'engageant dans le métro qui la conduirait vers le Marais et vers ce père inconnu dont elle avait hérité, Élodie ne put s'empêcher de frissonner. Le mystère qui l'attendait au bout de cette clé ancienne allait bouleverser non seulement sa vie, mais aussi tout ce qu'elle croyait savoir sur sa famille et sur elle-même. Gardant les rues de Paris, les secrets de famille ne restent jamais enterrés très longtemps. La maison du Marais se dressait devant Élodie comme un témoin silencieux du passé. Une façade étroite du XVIIIe siècle, ornée de volets bleus écaillés et d'une porte en chêne massif. Sa main tremblait légèrement quand elle inséra la clé dans la serrure ancienne. Le grincement de la porte résonna dans l'entrée sombre. Une odeur de livres anciens et de bois ciré l'accueillit. Élodie avança prudemment, ses pas résonnant sur le parquet en point de Hongrie. La lumière filtrait à travers les persiennes mi-closes, révélant un intérieur figé dans le temps. « Il y a quelqu'un » appela-t-elle, sa voix se brisant dans le silence. Personne ne répondit, mais la maison semblait murmurer des secrets. Sur les murs, des dizaines de tableaux étaient accrochés. Élodie, spécialiste d'art, reconnut immédiatement leur valeur. Des Monet, des Renoir, quelques Degas, une collection qui valait des millions. Sur une console en marqueterie reposait un carnet relié de cuir rouge. Élodie l'ouvrit délicatement. Sur la première page, une écriture élégante avait tracé ces mots. « Pour ma fille,
quand elle sera prête à connaître la vérité. Le journal de son père, Henri Mercier. Un nom qui n'avait été qu'un fantôme pendant toute sa vie. Élodie s'installa dans un fauteuil, le carnet sur ses genoux. Les premières pages racontaient l'histoire d'un jeune marchand d'art, passionné et ambitieux, qui était tombé éperdument amoureux de Catherine, une étudiante en histoire de l'art. Leur mariage, la naissance de Élodie, les premiers mois de bonheur, puis une entrée datée du 15 mars 1990 changea tout. J'ai découvert quelque chose d'horrible. Je dois protéger Catherine et Élodie. Si je reste près d'elles, je les mets en danger. Je dois disparaître. Un jour, peut-être, je pourrais leur expliquer. Le cœur d'Élodie battait à tout rompre. Son père ne les avait pas abandonnés par lâcheté. Il avait cherché à les protéger. La sonnette de la porte d'entrée retentit, la faisant sursauter. Par le Judas, elle aperçut un homme d'une 60aine d'années, au visage marqué par le temps. « Mademoiselle Mercier ?» demanda-t-il lorsqu'elle entr'ouvrit la porte. « Je suis Philippe Dumas, l'ancien associé de votre père. Nous devons parler. » Assise face à Philippe dans le petit salon, Élodie écoutait, incrédule, l'histoire que cet homme lui racontait. « Votre père était bien plus qu'un marchand d'art, » expliqua Philippe, ses yeux bleus délavés scrutant Élodie. Il travaillait pour le ministère de la Culture, dans une unité spéciale chargée de retrouver les œuvres volées pendant la Seconde Guerre mondiale. « Que s'est-il passé en 1990 » demanda Élodie, serrant le journal contre elle. Henri a découvert que certains des tableaux restitués étaient des faux. Une organisation puissante était impliquée dans un vaste réseau de trafic d'art. Quand il a voulu dénoncer le système, ils l'ont menacé. Et ils ont menacé votre famille. Philippe sortit une photo de sa poche. Un homme aux cheveux grisonnants entouré d'œuvres d'art. Victor Lange, dit-il, le chef du réseau à l'époque. Un homme influent, avec des connexions politiques puissantes. Henri a dû disparaître pour vous protéger. Il a simulé son abandon, sachant que Catherine vous emmènerait loin de la France. Mais pourquoi revenir maintenant? Pourquoi me léguer tout ceci après sa mort? Le regard de Philippe s'assombrit. Parce que Victor Lange est toujours là, et parce que votre père a passé les 30 dernières années à rassembler des preuves contre lui. Où sont ces preuves? Demanda Élodie. Le souffle court. C'est là que les choses se compliquent, répondit Philippe. Les preuves sont cachées dans l'un des tableaux de cette maison. Une microfilm dissimulée dans le cadre d'une œuvre. Seul votre père savait laquelle. Le téléphone d'Élodie vibra à nouveau. Un message de sa mère. « Ne reste pas dans cette maison. Rentre immédiatement à New York. C'est dangereux. »« Votre mère sait, » murmura Philippe. « Elle a toujours su. » Élodie se leva brusquement. « Ma mère m'a menti toute ma vie. Elle m'a dit qu'il nous avait abandonnés. »« Pour vous protéger, » insista Philippe. « Si vous aviez su la vérité, vous auriez cherché votre père, et il vous aurait trouvé. » Un bruit à l'étage les fit sursauter. Quelqu'un était dans la maison. « Nous ne sommes pas seuls, » chuchota Philippe, soudain pâle. Il se précipita vers la fenêtre. « Ils sont là. Ils savent que vous avez hérité. Ils pensent que vous avez les preuves. » Élodie sentit la panique l'envahir. « Qui ça? Ils, les hommes de l'ange. Votre père est peut-être mort, mais son secret ne l'est pas. » Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Philippe attrapa Élodie par le bras et l'entraîna vers une porte dissimulée derrière une tapisserie. « Votre père m'a parlé de ce passage. Il mène au quai de la Seine. Partez, je vais les retenir. Mais les preuves, cherchez dans le journal. Henri y a certainement laissé un indice. » Alors qu'Élodie s'engouffrait dans le passage secret, elle entendit la porte du salon s'ouvrir violemment. La voix de Philippe résonna une dernière fois. « Méfiez-vous de tout le monde, Élodie, même de ceux que vous croyez connaître. » Le passage déboucha sur une ruelle humide, longeant la Seine. La nuit tombait sur Paris. Élodie courut, le journal serré contre sa poitrine, poursuivie par des secrets plus sombres que les eaux du fleuve. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, C était un numéro inconnu. Le message contenait une seule phrase. « Votre mère vous a menti sur autre chose. Je ne suis pas mort. » Élodie s'arrêta net, le souffle coupé. Son père était vivant? Le cœur battant à se rompre, Élodie fixait l'écran de son téléphone.
Ce message impossible tournait en boucle dans son esprit. Son père, vivant. Sa main tremblante composa le numéro inconnu, mais tomba sur une messagerie vide. La nuit avait enveloppé Paris. Les lumières de la ville se reflétaient sur la Seine comme des étoiles tombées du ciel. Élodie marcha rapidement le long des quais, jetant des regards furtifs par-dessus son épaule. Où aller maintenant? Qui croire? Elle ouvrit à nouveau le journal de son père, le feuilletant frénétiquement à la recherche d'un indice. Une phrase attira son attention. Quand tout sera perdu, cherche où tout a commencé. Versailles garde notre secret. Versailles, le château royal. Mais pourquoi? Élodie fouilla dans sa mémoire. Sa mère lui avait raconté qu'elle avait rencontré Henri lors d'une visite guidée au château de Versailles, où elle travaillait comme guide pendant ses études. Un taxi la conduisit jusqu'à la ville royale. Le château était fermé à cette heure tardive, mais Élodie savait que les jardins restaient accessibles par une petite porte qu'elle avait découverte lors d'une visite d'enfance avec sa mère. Les jardins de Le Nôtre étendaient, majestueux et inquiétants sous la lune. Élodie avança vers le bosquet de la Colonnade, guidée par une intuition inexplicable. C'est là qu'elle le vit. Un homme se tenait immobile près de la fontaine centrale, grand, les épaules voûtées par les années, mais avec une prestance indéniable. Quand il se tourna, Élodie reconnut les yeux gris-verts, identiques aux siens. « Papa » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Henri Mercier ouvrit les bras et, sans réfléchir, Élodie s'y précipita. 30 ans de questions, de douleur et d'absence se cristallisèrent dans cette étreinte silencieuse. « Je suis désolé, dit-il enfin, sa voix rauque d'émotion. J'ai dû faire semblant de mourir quand j'ai appris que l'ange avait découvert où je me cachais. C était le seul moyen de te faire venir sans éveiller ses soupçons. Pourquoi maintenant? Demanda Élodie en se détachant de lui. Pourquoi pas avant? Le visage d'Henri s'assombrit. Parce que j'ai enfin toutes les preuves. L'ange va tomber, mais il le sait. C'est pourquoi ces hommes te traquent. Ils pensent que je t'ai transmis le microfilm. Soudain, un bruit de pas interrompit leur retrouvaille. Une silhouette élégante émergea de l'ombre des arbres. « Catherine » s'exclama Henri, stupéfait. La merdée Élodie s'avança, le visage grave. « Je savais que tu l'entraînerais dans cette folie, Henri. »« Maman, comment as-tu su ? Je t'ai fait suivre dès ton arrivée à Paris. » répondit Catherine avec une froideur inhabituelle. « Je devais te protéger. »« Me protéger » répéta Élodie, incrédule. « En me mentant toute ma vie, ta mère a fait ce qu'elle croyait juste, » intervint Henri, comme nous tous. Un applaudissement lent résonna dans la nuit. Un homme élégant, accompagné de 2 gardes du corps, s'approcha. Ses cheveux argentés brillaient sous la lune. « Touchante retrouvaille » dit Victor Lange, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. En la famille Mercier, réunie après toutes ces années, malheureusement, je dois interrompre ces émouvantes retrouvailles. Henri se plaça instinctivement devant Élodie. « C'est fini, Victor. J'ai envoyé des copies du microfilm à Interpol, au ministère de la Culture et à plusieurs journalistes ce matin. » Le sourire de l'ange s'effaça. « Tu mens. »« Non, » intervint Catherine. « Il dit la vérité. Pourquoi crois-tu que je suis ici? J'ai reçu ma copie il y a 2 heures. » Élodie regardait sa mère, abasourdie. « Tu étais au courant depuis le début? »« Pas au début, » répondit Catherine, son regard s'adoucissant. « J'ai découvert la vérité 3 ans après notre départ pour New York. Henri m'a contacté secrètement. Nous avons décidé ensemble qu'il valait mieux que tu croises à l'abandon plutôt que de vivre dans la peur. Une stratégie admirable, » intervint l'ange. Mais insuffisante. Il fit un signe à ses hommes qui dégainèrent leurs armes. « Je possède encore suffisamment d'influence pour faire disparaître une famille entière sans laisser de traces, » menaça l'ange. « Même avec vos preuves, vous ne vivrez pas assez longtemps pour témoigner. » C'est à ce moment précis que Élodie comprit le véritable plan de son père. Les retrouvailles à Versailles N étaient pas seulement symboliques, elles étaient stratégiques. « Vous avez raison sur un point, monsieur l'ange, » dit-elle en avançant d'un pas. « Cette conversation est effectivement enregistrée. » Elle sortit son téléphone.
En direct sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes vous regardent. Maintenant, confessez vos crimes. Les yeux de l'ange S écarquillèrent d'horreur. Des sirènes de police retentirent au loin, se rapprochant rapidement. « Philippe n'est pas mort, n'est-ce pas ?» demanda Élodie à son père. « C'était prévu. » Henri sourit avec fierté. « Il a alerté les autorités dès que vous êtes sortis par le passage secret. Nous avions besoin que l'ange se montre, qu'il parle devant témoins. » Alors que les policiers envahissaient les jardins, Catherine prit les mains d'Élodie. « Pardonne-nous, nous voulions te protéger, mais en te tenant à l'écart, nous t'avons privé de la vérité. » Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon de dépositions et d'explications. Victor Lange fut arrêté, tout comme ses complices. Le réseau de trafic d'art qu'il dirigeait depuis des décennies s'effondrait enfin. Un mois plus tard, Élodie se tenait devant la maison du Marais. Les scellés avaient été retirés, et elle pouvait enfin en prendre possession. À ses côtés, Henri et Catherine contemplèrent la façade en silence. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Catherine. Élodie sourit. « J'ai accepté un poste au Louvre. Je vais diriger un nouveau département, dédié à la restitution des œuvres d'art volées. » Henri serra sa fille contre lui. « La boucle est bouclée, » murmura-t-il. Dans le petit salon, Élodie dévoila une toile qu'elle avait fait restaurer. Un tableau de Monet représentant les jardins de Giverny, où une jeune femme contemplait les nymphéas. En bas à droite, dissimulée dans les coups de pinceau, on pouvait deviner une signature discrète. Pour Catherine et Élodie, mais deux lumières dans l'obscurité. « C était ton message », dit Élodie à son père. « Pas dans le microfilm, mais dans l'art lui-même. » Henri acquiesça. « L'art survit au temps, comme l'amour. J'ai toujours su que tu comprendrais. » Ce soir-là, sur la terrasse de la maison, la famille Mercier partagea un dîner sous les étoiles parisiennes. Les mensonges étaient tombés, les vérités révélées, les blessures en voie de guérison. Élodie observait ses parents qui, après 30 ans de séparation, retrouvaient timidement le chemin l'un vers l'autre. Elle comprit alors que certains amours, comme certains tableaux, ne perdent jamais leur éclat, même enfouis dans l'obscurité pendant des années. Alors que la nuit enveloppait Paris de son manteau d'étoiles, Élodie sut que ce N n'était pas la fin de leur histoire, mais le début d'une nouvelle toile, où les ombres du passé ne seraient plus que des nuances enrichissant la beauté de l'ensemble. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires captivantes qui vous transporteront au cœur de Paris. Partagez cette aventure avec vos amis et dites-nous en commentaire quel secret de famille vous a le plus marqué. Votre avis nous inspire pour nos prochains récits.